Le cri des trompettes perce le brouillard. La terre tremble sous les pas de milliers d'hommes. L'air sent le fer et la sueur. Devant un mur de boucliers brillants se tient une fine ligne de soldats, chacun tenant une étrange lance à la main. Elle semble maladroite, trop longue, avec une tige de fer étroite et une pointe lourde. Mais c'est cette arme même qui, selon l'historien antique Polybe, décidait de l'issue des batailles. Un instant, un seul lancer, et l'ennemi se transformait en une masse impuissante. Pourquoi une seule lance pouvait-elle arrêter toute une armée? Pourquoi les adversaires de Rome ne craignaient-ils pas les glaives, ni la cavalerie, mais précisément cela, le pilum? Et que cachait-il de si particulier pour avoir changé la notion même de guerre? Les légionnaires ne se contentaient pas de lancer le pilum, ils déchaînaient un éclair qui transperçait littéralement les murs de boucliers. Quand le fer lourd s'enfonçait dans le bois, la pointe se pliait, s'y coinçant irrémédiablement. Le bouclier devenait inutile. On ne pouvait ni le lever, ni le jeter, sans exposer le corps au coup. C'est pourquoi les Romains n'appelaient pas le pilum une simple lance, mais un coup décisif, le moment où la formation de l'ennemi se transformait en chaos. Cette flèche d'acier pesait environ 3 kg et pouvait transpercer jusqu'à 3 couches de cuir et de bois. Polybe écrivait que le pilum déchirait même les boucliers grecs, faits de chêne et de bronze. Mais ce n'était pas seulement sa force qui le rendait redoutable. Sa conception était pensée dans les moindres détails. La tige de fer, longue de presque 1 mètre, se pliait facilement après l'impact, afin que l'ennemi ne puisse pas la relancer. Cet effet était appelé ingenium, la ruse de l'arme. Imaginez, la formation des Gaulois approche de la Légion. Leurs cris se fondent en un grondement, et soudain un sifflement dans l'air. Des dizaines de pilums lourds volent en arc de cercle. Un instant plus tard, les premiers rangs perdent leurs boucliers, la formation se brise, et c'est alors que les Romains tirent leurs glaives. Le pilum ne se contentait pas de tuer, il privait l'ennemi de sa protection et de sa volonté de combattre. C'est en cela que résidait la philosophie de la guerre romaine, briser l'ordre et pas seulement les corps. Les légionnaires eux-mêmes appelaient ce moment le second souffle du combat. Après le lancer du pilum, ils ressentaient un afflux de confiance. Ils savaient que l'ennemi était désormais aveuglé et sans défense. Les archéologues ont trouvé sur les champs de bataille des centaines de tiges de fer courbées, comme des éclairs figés dans la terre. Chacune d'elles est la trace d'un instant où la discipline et le calcul ont transformé le chaos en victoire. Mais le pilum n'a pas toujours été ainsi. Son origine ne vient pas des ateliers de Rome, mais des profondeurs des tribus italiques. Autrefois, cette arme avait une apparence différente, et son parcours, de simple lance à instrument stratégique de guerre, est devenu le reflet de la manière dont Rome elle-même a appris à vaincre. C'est précisément ici que commence l'histoire, où le métal et la raison se sont fondus pour créer non pas une simple arme, mais un symbole de pouvoir sur le monde. Bien avant les triomphes de César et les brillantes légions d'Auguste, alors que Rome n'était encore qu'une alliance de tribus guerrières, l'arme du Romain ressemblait à la simple lance des peuples voisins. On l'appelait alors asta, une arme d'aste légère et droite que l'on utilisait pour transpercer, et non pour lancer. Mais tout changea lorsque les Romains se heurtèrent aux Étrusques et aux Samnites, des peuples maîtrisant l'art du combat à projectiles. Ils comprirent, la guerre n'était pas seulement la force du bras, mais aussi l'ingénierie de la pensée. C'est de cette confrontation que naquit le pilum, une lance créée non pour la beauté, mais pour détruire l'ordre dans les rangs ennemis. Initialement, le pilum se composait d'un fût en bois d'environ 2 mètres de long et d'une fine tige de fer, qui occupait presque un tiers de cette longueur. La pointe était étroite, avec un tranchant rhomboïdal. Mais le secret principal n'était pas la lame, mais le fer mou. Après l'impact, la tige se pliait, comme du bois souple au vent. Ce défaut était un calcul génial. L'ennemi, en retirant la lance, ne pouvait plus l'utiliser. Elle perdait sa forme, se transformant en un morceau de fer inutile. C'est en cela que résidait la logique de la guerre romaine. Ne pas donner à l'adversaire la possibilité de riposter avec la même arme. Cette combinaison de dureté et de flexibilité était appelée ferrum molle, le métal mou. Les archéologues modernes ont trouvé des pilums où la tige était délibérément fabriquée à partir de 2 types de fer, dur à la base et mou à la pointe. C'était le travail non pas d'artisans, mais d'ingénieurs en uniforme militaire. Chaque détail avait son sens, la longueur, l'angle, même le poids de l'équilibre entre l'acier et le bois. Le centurion romain veillait à ce que les lances soient identiques, sinon la formation de lancer était perturbée. Pour les légionnaires, ce n'était pas seulement de la discipline, c'était la mathématique de la mort. Le lancer du pilum lui-même exigeait de la précision.
On ne pouvait pas le lancer comme une simple lance. Le fût était trop lourd, l'équilibre trop délicat. Les légionnaires s'entraînaient pendant des années pour que le pilum vole selon un arc parfait et s'enfonce sous le bon angle. Cette compétence était appelée Arsiasandi, l'art du lancer. Chaque soldat devait lancer sa lance de manière synchronisée sur l'ordre du centurion. Quand toute la cohorte lançait les pilums simultanément, une pluie de fer semblait naître au-dessus du champ de bataille. Polybe écrivait que ce moment était décisif. L'ennemi perdait l'équilibre avant même que les épées ne se touchent. Les fouilles archéologiques à Télamon et Numance révèlent des centaines de pilums coincés dans les os et les boucliers. Le métal est tordu, les pointes sont aplaties, témoin muet d'une précision d'ingénierie et d'un calcul impitoyable. Un seul lancer, et la formation des Gaulois se dispersait comme si un coup de foudre avait transpercé leurs lignes. Non pas parce que le pilum transperçait les corps, mais parce qu'il brisait la structure même du combat. Les Romains savaient. La bataille se gagne non pas par les muscles, mais par l'ordre. Et le pilum était l'instrument qui transformait en chaos toute organisation de l'ennemi. On estime que c'est lors des guerres samnites, vers le IVe siècle avant notre ère, que le pilum devint pour la première fois l'arme principale de l'infanterie lourde. C'est alors qu'apparurent les soldats aux boucliers rectangulaires et aux lances massives, les principes. Ces guerriers se tenaient en deuxième ligne de la légion et lançaient des pilums avant d'engager le combat au corps à corps. Leur assaut préparait le chemin pour les astatis en première ligne, et derrière eux avançaient déjà les vétérans, les triarii. Ainsi, la formation romaine se transformait en un mécanisme vivant, où chaque phase du combat avait son arme, sa fonction et son moment. Tacite écrivait qu'un légionnaire devait être une partie de la machine, et non un guerrier individuel. Le pilum incarnait cette philosophie. Il n'exigeait pas la force d'Hercule, mais requérait une obéissance absolue. Un lancer, un ordre, un résultat. Le génie tactique de Rome ne résidait pas dans l'invention de la lance elle-même, mais dans sa transformation en un élément du système. Progressivement, le pilum devint non seulement une arme, mais un symbole de la discipline romaine elle-même. Sa forme ne changea presque pas pendant des siècles. On ne fit qu'alourdir la pointe, améliorer l'équilibre, ajouter des inserts en plomb pour augmenter la force de pénétration. À l'époque de la République tardive, le pilum pesait déjà environ 4 kg et pouvait transpercer non seulement un bouclier, mais aussi une cuirasse. César écrivait que c'était précisément le lancer des pilums qui déterminait le succès des légions contre les Gaulois, car l'ennemi perdait sa formation avant même le combat. Mais il y avait un secret dont on parle rarement. Le pilum, comme Rome elle-même, n'était pas né de victoire, mais de défaite. Sa forme et ses fonctions sont le résultat d'erreurs qui coûtèrent aux Romains des armées entières. Pour comprendre pourquoi cette arme devint parfaite, il faut revenir à l'instant où les légions se heurtèrent pour la première fois à un ennemi contre lequel une lance ordinaire s'avéra inutile. C'est cette défaite qui força Rome à recréer son armement, et avec lui, sa pensée militaire. Le IIIe siècle avant notre ère, le sud de l'Italie est en proie à la guerre. Un homme que les anciens appelaient l'aigle d'Épire, Pyrrhus, envahit la péninsule. Sa phalange, entraînée à la manière macédonienne, avançait comme un monstre unique couvert de lances de bronze. Les Romains se heurtèrent pour la première fois à la formation grecque, un mur de Saris, des piques pouvant atteindre 6 mètres de long. Leurs lances légères rebondissaient impuissantes contre les rangs serrés. Des centaines de légionnaires tombaient sans même avoir pu porter un coup d'épée. Ces défaites ébranlèrent le Sénat. Selon Quintilive, c'est alors que les Romains comprirent « s'ils ne changeaient pas d'armes, ils disparaîtraient ». Ainsi commença l'ère de la Réforme. Les anciens astas furent remplacés par un nouveau type de lance, lourde, avec une tige étroite, capable de percer un bouclier grec. C'est durant ces années que le pilum devint le symbole de l'ingéniosité romaine. Il fut créé en réponse à la Saris, comme une contre-attaque contre la phalange. Mais sa force ne résidait pas seulement dans sa capacité à percer l'armure. Le plus important était qu'il brisait la formation de l'ennemi. Un seul lancer, et la longue phalange, où tout repose sur le soutien mutuel des lances, s'effondrait. Un bouclier transpercé par un pilum tirait le bras vers le bas, déséquilibrait le soldat, exposant ses voisins. C'était la première fois que l'ingénierie surpassait la tradition. Polybe écrivait que les Romains vainquaient non par les corps, mais par l'esprit. Ils comprirent qu'il n'était pas nécessaire d'imiter Alexandre. Il fallait briser l'idée même de son armée. Le pilum devint la clé qui permit à une petite ville sur le Tibre de vaincre les rois hellénistiques. La particularité du pilum à l'époque des guerres de Pyrrhus était sa longueur, jusqu'à 2,20 m.
La pointe en fer doux était fixée par un clou de bronze. Après l'impact, elle se pliait et parfois même se cassait, laissant l'ennemi avec un bouclier inutile. Il y avait là une économie cachée. Le pilum ne pouvait pas être réutilisé, mais sa production était bon marché et rapide. La Légion pouvait se réapprovisionner directement en campagne. Cela correspondait à l'idée romaine de logistica, l'art de maintenir l'armée en mouvement. À mesure que Rome remportait des victoires, le pilum évoluait. Pendant les guerres puniques, lorsque les légions affrontèrent Hannibal, la construction de la lance changea à nouveau. La cavalerie carthaginoise et l'infanterie légère agissaient rapidement. Le pilum devait donc devenir encore plus mortel. C'est alors qu'apparut un lest en plomb à la base de la tige. Il alourdissait le lancer, augmentant la force de pénétration. Un tel pilum pesait jusqu'à 4,5 kg. Il était lancé à une distance d'environ 20 mètres, et l'impact était si puissant que la pointe pouvait traverser non seulement un bouclier, mais aussi 2 corps à la suite. Des expériences archéologiques modernes, menées par des chercheurs d'Oxford, ont montré que lancé à un angle de 30 degrés, un pilum est capable de percer une planche de pin de 5 cm d'épaisseur et d'y rester courbé. Cette physique de la destruction est réfléchie, non accidentelle. Même la forme de la pointe fonctionnait comme un coin, déchirant les fibres du bois. Ainsi, l'arme devenait une extension de la pensée, et pas seulement de la main. Les légionnaires armés de pilum agissaient selon un schéma précis. Avant l'attaque, le centurion donnait le signal, le rugissement métallique de la trompette, la tuba. La première ligne faisait 2 pas en avant, abaissait les lances sous un léger angle et les lançait simultanément. Après le lancer, les soldats sortaient immédiatement leur glaive et avançaient sans s'arrêter. Tout était calculé à l'instant près. Ce n'était pas le chaos du combat, mais un rituel de précision. Chaque lancer ouvrait la voie au suivant. Le chant après le lancer des pilums ressemblait à une scène de destruction. Des boucliers cloués au corps, des tiges courbées d'où goûtait le sang, et une lourde odeur de fer dans l'air. Même les ennemis survivants abandonnaient souvent leurs armes, non par peur, mais parce qu'ils ne pouvaient plus les tenir en main. C'est précisément cet effet, la démoralisation par la technique, qui devint la marque de fabrique des guerres romaines. Le pilum transforma la bataille d'un duel en un système. Là où autrefois les héros décidaient, ce sont maintenant les mécanismes qui l'emportaient. Chaque légion était comme une machine aux milliers de mouvements identiques, et cette machine commença son chemin vers la grandeur sur les champs où les Romains apprirent pour la première fois à craindre et à comprendre l'ennemi. Mais après les victoires sur le monde hellénistique, Rome fut confrontée à un nouvel adversaire, le barbare. Celui-ci ne formait pas de phalange et ne se cachait pas derrière le bronze. Il avançait sur les Romains en vague, avec des cris, sans ordre, sans peur. Et là, le pilum montra la seconde facette de sa nature, non pas seulement une arme d'ingénierie, mais une arme de psychologie. Dans la confrontation avec le chaos, il devint un instrument d'intimidation, un outil qui brisait la volonté avant même que le combat ne commence. Le nord, terre froide, brouillards épais, air lourd avant la tempête. À l'horizon, la masse sombre des tribus barbares, Cimbres, Teutons, Germains. Ils ne connaissent pas la formation, ne portent pas d'armure, crient à enrouer, font claquer leurs boucliers. Dans les yeux des légionnaires, non la peur, mais la concentration. Devant eux, ni phalange ni cavalerie, mais une avalanche. Et tout se décide au moment où le centurion lève la main et qu'un ordre court et rauque retentit. Dans l'air naît ce que les ennemis appelaient la pluie de fer. Des dizaines de milliers de pilums s'élancent vers le ciel et tombent, comme si le destin lui-même les avait lancés. Les barbares brisent leur formation avant même l'affrontement, et la terre se remplit du cliquetis du métal, de cris et du fracas des boucliers. À cet instant se manifeste non seulement la force de l'arme, mais la force de l'ordre romain. Le mot même « légion », des legères, rassemblés. Et le pilum, sa première note, le signal du début de la destruction mécanique du chaos. Chaque soldat sait qu'après le lancer, c'est un pas en avant, sans un instant de pause. Cet entraînement est devenu un automatisme. Plutarque écrivait que c'est précisément lors des affrontements avec les Germains que les Romains perfectionnèrent l'art du lancer du pilum. Aucune formation au monde ne pouvait résister simultanément au choc du métal et au rythme de la discipline. Le principal artisan de cette transformation fut l'homme qui changea le destin de l'armée romaine, Caius Marius. Ces réformes de la fin du IIe siècle avant notre ère firent de la Légion une machine de guerre universelle. Il abolit le cens foncier, permettant aux citoyens les plus pauvres de servir, et augmenta ainsi considérablement l'armée. Mais il modifia également l'armement.
Désormais, chaque soldat possédait 2 pilums, un léger et un lourd. Le lourd était lancé en premier pour percer le bouclier, le léger ensuite pour achever et briser la formation. Tous deux étaient dotés d'un mécanisme de fixation particulier pour la pointe. Une cheville en bois remplaça celle en fer, afin que la pointe se brise à l'impact, privant l'ennemi de la possibilité de renvoyer l'arme. Cette solution, simple et géniale, devint la quintessence de la réforme de Marius, briser l'adversaire non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement. Les archéologues ont trouvé des pilums datant de l'époque de Marius en Gaule et en Espagne. Certains avaient des tiges alourdies avec des noyaux de plomb soudés, pour une force cinétique supplémentaire. Le poids atteignait 5 kg. À une distance de 30 pas, une telle lance transperçait non seulement un bouclier de chêne, mais aussi l'homme qui se tenait derrière. Des expériences de reconstructeurs modernes confirment que l'impact d'un pilum générait une énergie allant jusqu'à 35 000 joules, presque comme un coup de mousquet. Et tout cela sans poudre, sans mécanisme, uniquement grâce à la force du bras humain et au calcul précis du centre de gravité. La tactique de combat changea également. Désormais, le pilum ne servait plus de préparation à l'affrontement, mais de premier coup d'une symphonie entière de morts. Lorsque les premiers rangs barbares tombaient, la légion ne courait pas en avant, elle marchait. Lentement, en ordre serré, comme une vague de pierre. Chaque lancer de pilum n'était pas un simple acte, mais une partie d'un rituel. Les légionnaires appelaient ce moment ictus, le coup. Le centurion donnait le signal et les lances volaient. La terre tremblait, l'air se remplissait de sifflements, la machine romaine fonctionnait sans émotion, froidement, précisément, sans héroïsme, sans un cri. Les contemporains disaient qu'après Marius, même le son du pilum était devenu un symbole de peur. Les barbares commençaient à perdre leur sang-froid en entendant le sifflement des pointes de fer. Ils savaient qu'après ce sifflement viendrait le silence, et qu'en lui commencerait la mort. Les Romains utilisaient cet effet psychologique comme une arme. Le pilum devint non seulement un destructeur physique, mais aussi moral. Au fil du temps, cette arme se transforma en une partie de l'identité romaine. Les vétérans conservaient les pointes des pilums comme des amulettes. Dans les inscriptions sur les stèles funéraires des légionnaires, les archéologues trouvent des expressions telles que « iaculator fortis », le lanceur puissant. Pour le Romain, le pilum était ce que le fusil est pour le soldat moderne, une extension de la personnalité, un symbole d'honneur professionnel. Mais avec la grandeur, les réformes de Marius allaient apporter un nouveau problème. Le légionnaire, armé du pilum, devenait irremplaçable, et donc dangereux pour la République elle-même. L'armée, qui appartenait autrefois au Sénat, était désormais fidèle à ses généraux. Et le pilum, ce n'était pas seulement un instrument de victoire, mais aussi le début de la désintégration de l'ancien ordre, car ceux qui le lançaient contre les ennemis le lanceraient bientôt contre les leurs. Quand l'étendard portant l'inscription SPQR s'éleva pour la première fois au-dessus des champs de Gaulle, le pilum n'était déjà plus une simple arme, il était devenu une métaphore de l'Empire, lourd, flexible, implacable. Et plus les légions avançaient, plus le pilum se transformait en le signe de l'idée même de Rome, l'ordre contre le chaos, le système contre la passion. Mais dans cette machine idéale, comme dans toute arme, mûrit le moment où elle se retourne contre son créateur. Quand, au milieu du 1er siècle avant notre ère, Jules César fait son entrée sur la scène de l'histoire, le pilum n'est déjà plus seulement une partie de l'équipement légionnaire. C'est le langage de la guerre que Rome parle au monde entier. César ne le réinvente pas. Il l'utilise comme le scalpel d'un chirurgien, transformant le lancer de la lance en un acte de précision génial. Dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, il y a des scènes où l'issue d'une bataille entière est décidée par un seul ordre, de lancer les pilums. Il écrit que les légionnaires les lançaient en un instant, sans perdre leur formation, avec le calcul que l'impact frapperait le visage et le bouclier de l'ennemi simultanément. Ce n'est pas une simple tactique, c'est un art du meurtre de masse, transformé en géométrie. Durant la campagne de Gaule, les légions romaines combattirent des tribus qui n'avaient pas de discipline, mais possédaient du courage. Leur formation était dense, mais immobile. Le pilum brisait cet avantage. Une seule salve précise, et les lourds boucliers des Gaulois se transformaient en pièges. Le bouclier, transpercé par le fer, perdait instantanément son centre de gravité, et les guerriers, en tentant de se libérer, exposaient leur poitrine. César remarque que les premiers rangs périssaient non par les épées, mais par le désespoir. En cela réside toute la philosophie de la guerre romaine. Le pilum ne laissait aucun choix à l'ennemi. Durant ces années-là, l'arme subit une nouvelle modification. Pour faciliter la logistique, le pilum fut rendu démontable.
La pointe était fixée au fût à l'aide d'une douille maintenue par une goupille. Cela permettait de transporter les lances en pièces détachées et de les assembler juste avant la bataille. Un tel système fut appelé pilum duplex, le pilum double. Le soldat pouvait désormais remplacer la tige courbée sans forgeron. Rome transforma même l'arme en une forme de gestion du temps. Tout devait fonctionner sans interruption, comme l'Empire lui-même. Le poids d'un pilum standard de l'époque de César était d'environ 4 kg, sa longueur d'un peu plus de 2 mètres. La distance de lancer, 25 pas, mais les guerriers expérimentés pouvaient le lancer à 30. La pointe avait l'épaisseur d'un doigt et se terminait par un tranchant conçu pour percer non seulement le bouclier, mais aussi l'armure de cotte de maille. Le métal à la base était plus dense afin de conférer à l'arme le moment d'inertie nécessaire. Les archéologues ont trouvé à Alésia des dizaines de pilums, fichés dans les murs des fortifications, traces des assauts nocturnes, lorsque les légions sous le commandement de César encerclèrent Vercingétorix. La scène d'Alésia, le sommet du théâtre d'ingénierie de la guerre. Quand les Gaulois tentèrent une percée, César ordonna aux légionnaires de lancer les pilums non pas en avant, mais vers le haut, afin qu'ils tombent sur la tête des adversaires sous un certain angle. Cette décision sauva la formation. L'impact d'en haut brisait les boucliers, et le fer mou des pointes restait fiché dans le bois, rendant la protection inutile. Après cette manœuvre, César utilisa pour la première fois le double lancer. Il ordonna aux rangs arrière de lancer une seconde salve par-dessus les premiers. Toute la vallée se transforma en une pluie métallique. Et c'est alors que l'armée gauloise vacilla. Polybe écrivait que les Romains ne combattent pas pour la gloire, mais pour que l'ordre l'emporte. Cette phrase semble avoir été écrite à propos du pilum. Chaque lancer était un acte de rationalité contre le chaos. Le légionnaire ne choisissait pas sa cible. Il faisait partie d'un système global où chaque angle, chaque distance était calculée. Les historiens militaires modernes appellent ce principe la synchronisation contrôlée, une forme ancienne de combat en réseau. Quand des milliers de pilums volent simultanément, l'ennemi ne voit pas des guerriers individuels, il voit un mur de mort. Après la conquête de la Gaule, le pilum devint le symbole non seulement de l'armée, mais aussi du pouvoir. César récompensait personnellement les légionnaires qui avaient lancé leurs lances les premiers. Pour lui, c'était un signe d'initiative, l'instant où l'homme et la machine coïncident. Les Romains gravaient même des images de pilum sur les monnaies, comme un rappel que la force de l'Empire commence par un coup de lancer. Cependant, le temps passait. L'armée, habituée aux victoires faciles, commença à changer. Sous Auguste, le pilum devint plus court, plus léger. Il était désormais plus important de maintenir la formation que de percer. Le centurion veillait à ce que chaque légionnaire sache lancer la lance d'une seule main, sans perdre le contrôle de son bouclier. Le combat n'était plus une tempête, mais une procession de précision. L'Empire ne combattait plus pour sa survie, il combattait pour l'ordre. Mais plus cet ordre se consolidait, plus les fissures y apparaissaient. Le métal, créé pour se plier, devint le symbole de la flexibilité de l'Empire et de sa vulnérabilité. Le pilum, instrument de destruction, se transforma alors en miroir de Rome. Car tout ce qui se plie finit par se briser. Et ce jour était proche où le fût, lancé par la main d'un Romain, s'abattrait non pas sur un barbare, mais sur un autre Romain. Le début de la fin de l'Empire fut silencieux, presque imperceptible, comme une fissure dans le bronze que seul le forgeron voit. À la fin de l'Antiquité, quand Rome fut affaiblie par les guerres internes et la décomposition de la discipline, le pilum disparut progressivement de l'arsenal. Non pas qu'il soit devenu moins bon, mais parce que le monde avait changé. Les barbares n'avançaient plus en rang serré, ils attaquaient par vagues, furtivement, soudainement. L'Empire avait besoin d'armes de mêlée, et non de géométrie de lancer. Et pourtant, lorsque les archéologues trouvent dans les couches du IVe siècle des tiges de fer courbées, on peut y lire toute une époque. Comment l'homme a un jour maîtrisé le chaos et créé l'ordre à partir du métal. Désormais, le pilum était devenu un symbole de la puissance passée, un objet presque rituel. Sur les stèles romaines de cette époque, il était représenté non pas comme une arme, mais comme un signe d'appartenance au passé. Les soldats de l'armée romaine d'Orient, qui parlaient déjà grec, continuaient d'appeler la lance du mot pilon, bien qu'ils utilisassent des modèles complètement différents. Ainsi, la langue conservait la mémoire quand l'acier lui-même se taisait. Tacite écrivait que « les empires ne périssent pas par les épées, mais par la perte du sens de l'arme ». C'est précisément ce qui arriva. Le pilum cessa de faire partie du système pour lequel il avait été créé. Mais même dans sa disparition, il laissa une trace. La conception du pilum romain devint le prototype des javelots et lances médiévaux.
Et le principe du métal mou à la pointe, l'ancêtre direct des solutions d'ingénierie appliquées même dans l'armement moderne. L'idée de briser la défense non par la force mais par la ruse devint le fondement de la pensée militaire. En ce sens, le pylôme n'est pas mort. Il s'est simplement dissous dans l'histoire comme une formule que l'on a cessé de nommer, mais que l'on continue d'utiliser. Les historiens débattent du nombre de siècles qu'a duré cette arme. Certains affirment environ 7 siècles, d'autres que le dernier pylôme fut lancé lors de la bataille d'Andrinople. Mais ce qui est plus important que la date, c'est la trace. Elle est restée dans la mémoire de la façon dont l'ingéniosité a transformé l'art de tuer en un système auquel des millions de personnes croyaient. Le pylôme n'était pas seulement du fer, il était l'idée de Rome, sa mathématique, sa volonté. Et maintenant que nous connaissons toute cette histoire, une question demeure. En chacun de nous qui vivons dans un monde de technologie et de systèmes, il y a une goutte de ce calcul romain, de cette ferme conviction que l'ordre est plus fort que le chaos. Mais si vous vous teniez sur le champ, au milieu du cliquetis des boucliers et du rugissement de la bataille, pourriez-vous lever la main et lancer votre pylôme, sachant que le destin d'une armée entière dépend de votre lancer? Ou comme il y a des milliers d'années, la même peur vous aveuglerait-elle, devant laquelle même le métal pliait?